Je suis parti à Jumanji. Bon, il est certain que ce n'est pas le film qui va réconcilier les jeux de société familiaux du dimanche après-midi avec la génération des années 90. Moi j'avais l'éléphant. Mais pourtant, ce film appartient tout de même à cette génération avec une histoire incroyable, mêlant la jungle urbaine à la jungle exotique en nourrissant un peu plus la filmographie florissante de Robin Williams qui fera de lui pour la plupart l'acteur le plus populaire de cette décennie. Et pourtant, est-ce que vous saviez que le réalisateur ne voulait pas de Robin Williams ? Ça fait rien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette aventure incroyable qu'aura été la franchise Jumanji. Nous reviendrons sur la genèse de ce projet incroyable en passant par sa construction, son casting et les anecdotes entourant l'arrivée de Robin Williams. Nous évoquerons évidemment les suites qui sont sorties en 2017 et 2019 et nous nous interrogerons sur leur légitimité et est-ce qu'elles respectent totalement ce qu'avait offert la franchise avec le premier film. Jumanji, c'est quoi ce truc? Aucune idée, jamais entendu parler. Mais pour commencer, je vous propose d'introduire cette vidéo avec une brève rétrospective de l'auteur du livre Jumanji sorti en 1982, Chris Van Allsburg. Chris Van Allsburg est né en 1949 à Grand Rapids dans le Michigan. Il grandit dans une famille de crémiers et très jeune, il affirme un don certain pour le dessin, mais commence pourtant des études de droit à l'université du Michigan. Ce n'est que plus tard que Chris Van Allsburg va décrocher son diplôme de sculpteur à la Rhode Island School of Design. Et gagnant en assurance, il présente son dossier à un éditeur de Boston qui lui accordera sa confiance et va éditer en 1979 son premier ouvrage pour enfants, Le Jardin d'Abdul Ghazazi. Chris Van Allsburg va alors déclarer « Mon objectif est d'obliger le lecteur à réfléchir et même à travailler comme devant un puzzle ou une énigme. Mes histoires ne sont pas de celles où tout est dit et où à la fin tout s'éclaircit gentiment. » Et aux États-Unis, il est considéré comme un des meilleurs illustrateurs de son époque. Comment savez-vous ça ? Il a reçu à 2 reprises le Caldecott Médial, distinction la plus importante pour le livre de jeunesse aux États-Unis. La deuxième fois, ce sera pour Boreal Express en 1986, que vous connaissez avec l'adaptation cinématographique Le Pôle Express. C'est le pôle Nord. Film qui fut nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film d'animation. Mais cette récompense, il va la recevoir pour la première fois en 1982 pour l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, Jumanji. Allez, viens. Le livre illustré pour enfants Jumanji sort en 1982 et voilà ce qu'il raconte. Le livre est destiné aux jeunes enfants entre 6 et 10 ans et raconte ce récit sous 32 pages avec illustration. Le livre raconte l'histoire de Judith et Pierre, 2 jeunes enfants livrés à eux-mêmes, laissés par leurs parents qui décidèrent de sortir ce jour-là. Et ne sachant que faire, les 2 jeunes enfants décident de se rendre au parc juste en face de chez eux. C'est alors qu'ils tombent soudain au pied d'un arbre sur un jeu dont les règles sortent de l'ordinaire, Jumanji. Les 2 jeunes héros de cette aventure sont entraînés dans un univers fantastique où le quotidien se trouve soudain envahi par des animaux tels que lions, singes, rhinocéros et serpents qui s'échapperont du jeu pour envahir la ville. Mais le jeu ne cherche absolument pas à tromper les enfants, laissant bien en évidence les règles et leurs conséquences. Jumanji, une aventure dans la jungle pour la jeunesse spécialement conçue pour les désœuvrés et les agités. Chaque coup de dé peut entraîner une catastrophe et il n'y a aucune possibilité d'abandonner le jeu avant d'atteindre la case finale. Au travers de cette histoire, Chris Van Allsburg cherchait à prévenir les enfants que chaque action a sa conséquence et qu'ils devaient bien réfléchir avant de se lancer dans un projet et faire quelque chose d'inapproprié. Se concentrant sur le souci de soi et le souci de la loi et de l'ordre. Le thème de l'histoire est toujours lire les instructions et écouter les instructions. La violence dans l'histoire n'est pas graphique et n'est jamais récompensée. Les dommages causés à d'autres êtres vivants sont inacceptables et doivent être assumés. Et Van Allsburg choisit le titre Jumanji, un mot zoulou qui voudrait dire nombreux effets, en gros conséquences à travers une action. Il a utilisé ce mot pour nommer le jeu car il décrivait exactement ce que le jeu faisait. Et selon la case sur laquelle le joueur atterrissait, les effets, la magie et les conséquences pouvaient être totalement différentes du tour précédent. Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Et le livre tombera un jour entre les mains du producteur Peter Guber, vice-président à ce moment-là de la Columbia, qui rêvait d'adapter le livre au cinéma. Et c'est 12 ans plus tard que nous verrons naître cette adaptation.
Peter Guber va contacter Chris Van Allsburg pour acquérir les droits d'adaptation de son roman. L'écrivain, ravi de cette proposition, va écrire lui-même l'une des ébauches du script dans lequel il a selon lui tenté d'imprégner l'histoire d'une qualité de mystère et de surréalisme. Chris Van Allsburg ajoute également des éléments absents du livre, ce qui lui vaudra un crédit au générique comme scénariste du film. La maison de production TriStar est très intéressée pour lancer le film, mais à une seule condition. Il veut pouvoir écrire sur mesure un rôle pour intégrer en rôle principal Robin Williams. Oui, effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de divergence. Quoique. Oh, génial. Les scénaristes écrivent un personnage principal adulte qui n'est pas présent dans le livre. Ils envoient le scénario à Robin Williams, qui va refuser. Ouais. On se croirait dans la 4e dimension, mais c'est la vérité. Robin Williams trouvait dans un premier temps le scénario trop enfantin, avec un manque de profondeur. Peter Guber va s'entourer des scénaristes Jonathan Hensler, Greg Taylor et Jim Strain pour peaufiner l'écriture et donner de la profondeur à ces personnages et vont littéralement s'éloigner du livre pour étoffer au mieux leur histoire. Ils feront ensuite appel à Joe Johnston pour réaliser le film, adepte lui-même des films pour enfants. On peut noter à son actif Chérie Jerry Tracy les Gosses ou encore Richard au pays des livres magiques, mêlant live action et animation. Mais Joe Johnston sera également reconnu plus tard pour avoir réalisé Jurassic Park 3 ou Captain America First Avenger. Ça fait pas si mal. Ce n'était que la pénicilline. C'est alors qu'un nouveau casting se lance pour trouver l'acteur qui incarnera le rôle adulte principal qui avait été écrit pour le film. Joe Johnston pense dans un premier temps à Tom Hanks, mais celui-ci était déjà occupé sur le tournage d'Apollo 13. Et ensuite, une liste innombrable d'acteurs sera imaginée pour le film. Tels que Dan Aykroyd, Bruce Willis, Michael Keaton, Kevin Kline, Chevy Chase, Sean Penn, Kevin Costner, Richard Dreyfuss, Michael Douglas, Rupert Everett, Harrison Ford, Sean Connery, Bill Paxton, Bryan Cranston, Arnold Schwarzenegger ou encore Alec Baldwin. On n'est jamais prêt. La TriStar n'a pas abandonné l'idée de caster Robin Williams pour le rôle principal et va lui envoyer la nouvelle version du scénario. Et cette fois-ci, celui-ci est totalement emballé et va dire oui. Mais je vais devoir jouer. Cette fois-ci, c'est Joe Johnston qui a de grosses réticences à tourner avec l'acteur. Bon, soyons clairs, Joe Johnston n'a absolument rien contre Robin Williams. Cependant, leur approche artistique est légèrement différente. Là où Robin Williams adore improviser, et c'est d'ailleurs sa réputation pendant les tournages, là où Joe Johnston est un petit peu plus scolaire et aime qu'on se cantonne au texte. Et il n'avait absolument pas envie de gérer les improvisations de Robin Williams. Mais Robin Williams va alors lui faire une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Il proposera au réalisateur de tourner à chaque fois 2 fois les scènes. Une première fois où il le laisse totalement improviser et une deuxième fois où il se cantonne au texte qu'on lui a imposé. Et c'est Joe Johnston qui choisira la séquence qu'il aura préférée. Merci, 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 merci. Mais n'oublions pas une chose, la TriStar n'a pas demandé Robin Williams pour rien. Et si ces improvisations sont difficiles à gérer, il n'en est pas moins certain qu'elles ont fait le succès de ses films précédents, tels que Hook, Aladdin, où le génie est littéralement calqué sur les improvisations de Robin Williams, ou encore Madame Doubtfire. Mais Robin Williams restait tout de même professionnel et était bien conscient que les rênes étaient tenues par Joe Johnston et comprenait bien que le projet était important et qu'il fallait forcément une certaine rigueur. Fichez le camp! Pour le rôle de Judy, plusieurs fillettes vont être castées et même la toute jeune Scarlett Johansson, encore à ses tout débuts de carrière, fera également une audition. Scarlett Johansson, 9. Would you forget about the stupid game? Now close it up and put it away. Mais ce sera finalement la jeune Kirsten Dunst qui sera choisie, elle qui avait déjà fait ses preuves 1 an plus tôt dans le film Entretien avec un vampire, proposant déjà une interprétation bluffante due à la maturité de son personnage dans le film. Bonnie Hunt passera devant Kirstie Alley et va décrocher le rôle de Sarah Whittle, et Jonathan Hyde sera casté pour interpréter le père d'Alan Parrish, mais également l'antagoniste du film, Van Pelt. De la même manière que pour Peter Pan, il était coutume que l'acteur qui interprète le père Darling interprète également le capitaine Crochet. Mais ça, on en parle un peu plus tard dans l'analyse. Le casting en place, le tournage peut enfin commencer et va se dérouler en Nouvelle-Angleterre, notamment à Keene dans le New Hampshire pour y représenter la ville fictive de Brantford. L'équipe tourne également à North Berwick dans le Maine où la Holden Wooden Mill sert de décor à l'usine de chaussures Parrish.
Quelques séquences sont par ailleurs filmées à Vancouver au Canada. Bon nombre de maquettes vont être utilisées pour la destruction de la maison et poser les décors. Et pour les effets visuels, la production se tourne vers la société ILM de George Lucas. Bon, en même temps, il faut dire que dans les années 90, ILM c'était la référence en termes d'effets spéciaux. On notera de l'image de synthèse pour la plupart des créatures avec des effets plus ou moins discutables, mais la technologie réellement à la mode à cette époque grâce à Jurassic Park, c'est bien évidemment l'animatronique. Et cette technologie sera utilisée pour les plans au sol du pélican, pour la plante carnivore, pour le crocodile, bien que pour l'affrontement avec Alan, l'animatronique étant dans l'eau, on a demandé à une personne de créer les mouvements du croco. D'ailleurs, par inadvertance, il se prendra une sacrée baigne par Robin Williams. Je suis là! L'animatronique est également envisagée pour la scène du lion, mais malheureusement, le résultat ne sera pas à la hauteur pour ce qui est des mouvements, et il sera finalement remplacé par de l'image de synthèse. Tout est en place, la production du film se termine et il peut enfin sortir en salle. Ce n'est que le début. J'ai vu des choses que tu n'as vues que dans tes cauchemars. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Le film s'ouvre 100 ans plus tôt à Brantford où deux jeunes ados se débarrassent d'une malle qui semble les terroriser. Nous nous retrouvons en 1968 et faisons connaissance avec Alan Parrish, fils du plus riche industriel de la ville. Solitaire et semblant avoir des rapports compliqués avec son père, celui-ci le forçant à affronter ses peurs seul, pensant faire de lui un homme, celui-ci va se retrouver molesté par ses camarades. Il est appelé par ce qui semble être des bruits de tam-tam provenant d'un chantier à côté et il trouvera cette fameuse malle enterrée 100 ans plus tôt qui renfermait un étrange jeu de société qu'il prend le soin de ramener chez lui. Plus tard dans la soirée, il se retrouve de nouveau en confrontation avec son père, celui-ci voulant l'obliger à aller dans l'école qu'a fréquenté tous les membres de sa famille, mais dans un élan de rébellion, Alan refuse et se dispute avec son père. Son amie Sarah Whittle lui rend visite, il lui propose d'essayer ce fameux jeu de société et par inadvertance, celle-ci lance la partie. C'est ensuite au tour d'Alan de lancer les dés et il se fera aspirer par le jeu. De son côté, Sarah sera attaquée par des chauves-souris apparus dans la cheminée et nous nous retrouvons 26 ans plus tard dans la maison des Parrish totalement abandonnée où les jeunes frères et sœurs Judy et Peter emménagent avec leur tante Nora, devenue leur tutrice suite au décès de leurs parents. Peter et Judy retrouvent le jeu dans le grenier et entament la partie que Sarah et Alan ont commencé 26 ans plus tôt. Après avoir fait apparaître leur première créature, Peter fait revenir Alan qui comprend alors avoir disparu depuis près de 2 décennies. Il comprend que lui et les enfants vont devoir terminer la partie qu'ils avaient commencée auparavant, devant suivre les règles imposées par le jeu, et devront donc également retrouver Sarah qui les accompagnera dans cette folle aventure qui les attend. Et ce qui est intéressant, c'est que le film oblige à pousser les enfants dans leur retranchement, les obligeant à faire preuve de maturité face aux dangers qui les attendent, et de leur côté, il pousse les adultes à redevenir enfants pour qu'ils puissent enfin vaincre leur peur et leur trauma passé. La peur? Mais tu ne sais même pas ce que c'est que la peur. Percevant la morale que voulait véhiculer le livre et qui finalement se rapproche des valeurs que le père d'Alan cherchait à lui inculquer étant enfant. Et on va revenir sur ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, le fait que Jonathan Hyde interprète à la fois le père d'Alan Parrish, mais également l'antagoniste du film, Van Pelt. Enfin, tu te conduis en homme. Van Pelt est un chasseur venant de Jumanji. Il n'a qu'un objectif en tête, chasser Alan comme un trophée. Et de son côté, Alan doit affronter Van Pelt tout en affrontant ses peurs. Ce chasseur qui semble l'avoir terrorisé tout au long de son séjour dans la jungle. Et là, je pense que vous commencez un peu à voir où je veux en venir. Le fait que le père d'Alan et Van Pelt aient exactement le même visage veut dire que le fait d'affronter ou son père ou son ennemi est littéralement le même combat. Alan doit affronter Van Pelt pour gagner le jeu, mais d'un autre côté, il doit enfin affronter son père pour pouvoir affirmer ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il ne veut pas être, et surtout porter la responsabilité des erreurs qu'il a commises à la fabrique. Le père d'Alan cherche à le confronter théoriquement sur le fait qu'il doit affronter ses peurs, alors que Van Pelt le confronte dans la pratique. Pour faire simple, Van Pelt est l'incarnation physique de toutes les peurs d'Alan. C'est pour ça que symboliquement, il devait avoir le visage de son père. Je suis terrifié. Mais un jour, mon père m'a dit... Tu dois toujours surmonter ta peur et faire face. Et lorsqu'à la fin de la partie, Alan revient à son époque redevenant un enfant de 10 ans, il emmène avec lui la maturité qu'il a acquis et trouvera en cela la force de dire à son père ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Et surtout, assumer la bêtise qu'il avait fait plus tôt à la fabrique et endosser la responsabilité de ses actes et sauver par conséquent le poste de Carl.
Et c'est là où par rapport au livre, le film va beaucoup plus loin dans sa morale. Ayant un héros adulte restant encore l'enfant qu'il avait été avant de partir dans la jungle. Et quand on visionne le métrage, on comprend pourquoi la Tristar tenait absolument à avoir Robin Williams dans son film, car il incarne parfaitement cette ambivalence entre l'adulte et l'enfant. Lui qui, au travers de sa carrière, a embrassé plusieurs fois des rôles qui frôlaient l'enfance, étant Peter Pan dans Hook ou encore Jack dans le film éponyme où Robin Williams interprète un enfant de 10 ans à l'apparence d'un adulte de 40 ans. Et là où Alan forge le respect après son séjour dans la jungle, il n'en est pas moins au fond le petit garçon qu'il était avant son départ, jalousant même par moments la maturité de Peter et son courage, le ramenant à ce qu'il n'a pas su faire 26 ans plus tôt. Le film obtiendra un franc succès et marquera les années 90, mais il faudra attendre un peu plus de 20 ans pour voir une suite directe voir le jour et malheureusement après la disparition de Robin Williams. Mais avant ces deux suites légitimes, Jumanji aura droit à une suite illégitime qu'on va aborder un petit peu plus tard, mais également à une adaptation en dessin animé. L'animé est composé de 40 épisodes, et si dans le film c'est la jungle qui sortait du jeu, cette fois-ci c'est l'inverse. Peter et Judy atterrissent dans la jungle de Jumanji avec une énigme à résoudre à chaque lancer de dés. Et ne peuvent en sortir qu'une fois l'énigme résolue. Oh, je viens de comprendre, ça y est les enfants! Ils retrouvent Alan coincé dans la jungle depuis 26 ans, n'ayant pas pu voir son énigme et par conséquent ne pouvant pas la résoudre. Et ce sera le leitmotiv pour les enfants de retourner dans le jeu systématiquement, c'est-à-dire aider Alan à retrouver son énigme et l'aider à la résoudre. Et le dessin animé offrira plusieurs personnages inédits comme des tribus ou des antagonistes, et nous retrouverons bien évidemment l'antagoniste du film, Van Pelt. Et c'est évidemment dans le dernier épisode que toute l'intrigue du dessin animé va enfin se dénouer. Alan pouvant enfin lire son énigme grâce au miroir des souvenirs et retracera tous les événements de son passé depuis le début de la série jusqu'au jour de son entrée dans Jumanji. L'énigme étant la suivante, un acte de gentillesse sans condition te sortira de cette terrible situation. Et la clé de son énigme était tout simplement d'affronter le lion qui le pourchassait depuis toutes ces années et de lui retirer l'épine qu'il avait dans l'une de ses pattes. Il peut ainsi rentrer chez lui avec Judy et Peter, mais contrairement au film qui avait inspiré la série, Alan ne remonte pas le temps et ne redevient pas enfant. Petite parenthèse, pour la version française du dessin animé, on peut noter que Michel Papineschi, célèbre acteur ayant doublé Robin Williams dans bon nombre de ses films, notamment dans Jumanji, doublera Alan Parrish dans le dessin animé. Est-ce que quelqu'un a une question? Et c'est en 2005 qu'une espèce de suite illégitime verra le jour, intitulée Zathura, mais qui ressemble presque à un remake de Jumanji, mais cette fois-ci version de l'espace. Seulement, petite chose très importante, Zathura est également adapté d'un roman de Chris Van Allsburg. Zathura, une aventure spatiale. Zathura reprend exactement le même concept que Jumanji, à la nuance que le jeu emmène ses joueurs dans l'espace. Le film est réalisé par Jon Favreau et aura un accueil plus que mitigé et ne marquera pas sa génération comme son prédécesseur. La franchise sera un temps oubliée et c'est en 2017 que le deuxième volet de la franchise verra le jour, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Le film est porté par un casting haut en couleur avec la présence de Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan et Kevin Hart. Le film va chercher à se moderniser avec un petit coup Ta gueule, c'est magique. En métamorphosant le jeu de société en console de jeux rétro. Alors en soi, ça peut paraître un peu too much, mais quand on y réfléchit, l'idée n'est pas si mauvaise que ça. Non ! Car elle permet un renouveau et ne prend pas le risque de proposer une redite du premier film. Bon, même si le film va quand même beaucoup s'inspirer pour se lancer du premier volet, reprenant l'histoire d'un ado qui découvre le jeu, rentre dans le jeu et va y rester bloqué pendant près de 20 ans. 26 ans? Celui-ci va d'ailleurs offrir un vrai lien avec le premier film et un discret hommage à Robin Williams, partant se réfugier dans la cabane d'Alan Parrish. Cette fois-ci, les joueurs se retrouvent directement inspirés par le jeu, incarnant les avatars choisis avant de lancer la partie. Et comme pour le premier film, les joueurs doivent finir leur partie pour pouvoir réintégrer leur monde. D'une certaine manière, le concept utilisé pour ce volet mélange à la fois la règle du jeu du premier film, mais également celle lancée par l'animé, intégrant le joueur dans la jungle. Pour tout vous dire, j'avais dans un premier temps énormément de réticence à l'annonce de cette suite. Et au visionnage du film, c'était plutôt une bonne surprise. Chiale pas, chiale pas.
Chiale pas, ça va aller. Un film dynamique et fidèle au premier volet, avec des enjeux assez cohérents dans la mesure de son univers. Et de vous à moi, si je devais chipoter, et on va chipoter, le seul problème du film, c'est qu'il casse le lore installé au niveau du voyage temporel. Car souvenez-vous, dans le premier volet, quand Alan termine le jeu, il revient au début de sa partie en 1968, et on peut imaginer qu'il ouvre une nouvelle ligne temporelle. Car 26 ans plus tard, il se retrouve avec Judy et Peter qui ont suivi un parcours bien différent, et Alan va même chercher à donner du travail à leur père pour leur éviter d'avoir cet accident de voiture qui leur coûtera la vie. En somme, Alan et Sarah ensemble vont réécrire leur histoire et à aucun moment ils ne vont interagir avec le Judy et Peter qu'ils avaient laissé précédemment dans le jeu. Zut, on a oublié Judy et Peter. Mais dans ce nouveau volet, lorsqu'Alex sort du jeu après 20 ans, il se réveille effectivement dans sa temporalité, mais se retrouve tout de même avec les 4 ados qui ont partagé sa partie, alors qu'il aurait dû évoluer dans une autre temporalité et rencontrer des ados qui n'ont pas partagé sa partie. On peut même imaginer qu'à son retour, Alex aurait pu se débarrasser du jeu et donc ne pas donner l'opportunité aux 4 ados de lancer cette partie. Ça craint. Et c'est encouragé par le succès de ce deuxième volet qu'un troisième film verra le jour 2 ans plus tard, Jumanji The Next Level. Mais cette fois-ci, on est peut-être sur la suite de trop. Nous revoilà dans Jumanji. Recopiant beaucoup trop le concept de son prédécesseur, manquant d'originalité, même si celui-ci peine à proposer de nouvelles choses et permet tout de même de s'interroger sur la vie après une expérience aussi traumatisante. Métaphorisant une sorte d'addiction pour Spencer qui, se sentant tellement puissant dans le jeu, aura besoin d'y retourner pour se prouver quelque chose après sa rupture. Et le troisième volet offrira une nouvelle connexion avec le premier opus, faisant revenir Tante Nora. Mais cette suite peine à rendre la franchise aussi attractive malgré la présence de Danny DeVito et John Glover qui décident arbitrairement de rester dans le jeu, ce qui va à l'encontre des règles que le Lord Jumanji avait instaurées initialement. Et c'est extrêmement dommage parce que suivre les règles, c'est l'essence même de la morale de Jumanji. Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident. On sait qu'un 4e volet est en préparation, mais à ce jour, le projet est un peu mis en veille. Je sais pas. On peut en tout cas se dire une chose, c'est que Jumanji a su installer son héritage dans le paysage pop culturel. Bon, j'ai envie de vous dire, sinon on n'en parlerait pas sur cette chaîne. Une aventure fascinante ayant incité les enfants à vouloir tenter l'expérience tout en cherchant à s'éloigner le plus possible d'un jeu aussi dangereux. Jumanji est la représentation parfaite du fantasme qu'on a le droit d'avoir mais qu'on ne doit surtout pas assouvir. Un film familial qui confronte les enfants aux étapes compliquées de la prise de responsabilité en devenant adulte, sans pour autant laisser de côté son innocence et profiter pleinement de ses instants. Et pour terminer correctement cette vidéo, je n'aurai qu'un seul mot à vous dire. Jumanji. Et nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aidera toujours le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. Mais en attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao les amis.